Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous, les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point sur ce qui peut attendre les propriétaires qui souhaitent mettre leur appartement ou leur maison en vente sur Airbnb ou sur d'autres sites de location saisonnière, en lien évidemment avec les changements que pourrait amener la loi Le Meur. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Demezois, avocat expert en droit de l'immobilier et Airbnb. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Arnaud Schneeweis, le médiateur de l'assurance, avec qui nous ferons notamment le point sur les dossiers les plus récurrents qui passent dans son bureau, qui impliquent une décision du médiateur de l'assurance, et notamment sur les sujets assurance vie ou épargne retraite. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous resterons sur le sujet épargne retraite, puisque nous ferons le point sur les spécificités méconnues du PER avec Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons faire un point sur la loi Le Meur, cette loi qui inquiète un certain nombre de propriétaires qui voudraient continuer à louer leurs biens sur des plateformes, notamment Airbnb, notamment pour de la location touristique ou saisonnière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Smart Patrimoine Xavier Demezois. Bonjour Xavier Demezois. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et Airbnb. Cette loi fait couler beaucoup d'encre depuis effectivement qu'elle a été proposée par Madame Le Meur, effectivement, d'où le nom de la loi. Alors une loi effectivement qui propose quelques aspects fiscaux, mais pas que, beaucoup d'aspects également en lien avec une manière d'encadrer quelque part la mise en location d'un bien immobilier sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Et beaucoup de propriétaires se demandent si ça va continuer à valoir le coup quelque part. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que pourrait effectivement impliquer cette loi pour les propriétaires? Alors en fait, cette loi, c'est ni plus ni moins qu'une boîte à outils qui a été proposée par le législateur en première lecture à l'Assemblée nationale. On doit encore attendre la navette vers le Sénat, puisqu'il y a probablement certains textes qui vont être retoqués ou assouplis. Bien sûr. C'est un petit peu le principe de l'échange législatif. Mais pour résumer, pour bien comprendre, en fait, cette loi va permettre aux collectivités locales de disposer d'outils juridiques pour restreindre, soit sur un plan fiscal, soit sur un plan juridique pur, la faculté pour les propriétaires, notamment en résidence secondaire, de pouvoir louer librement leurs biens de façon illimitée. D'accord. Et ça, c'était pas possible aujourd'hui, puisque la ville de Paris l'a fait, par exemple. Alors, effectivement, dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants, comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, ce dispositif était déjà en place, déjà contrôlé, a déjà fait l'objet d'un important contentieux au tribunal, avec des recouvrements d'amendes. Mais il est vrai que ce dispositif n'était pas encore délocalisé dans toute la France. Et alors là, aujourd'hui, la boîte à outils qui sera, du coup, si je comprends bien, accessible à n'importe quel maire ou à n'importe quel dirigeant de commune, qu'est-ce qu'il y aura dans cette boîte à outils pour permettre justement de contrôler? Alors concrètement, une mesure phare parmi d'autres. Aujourd'hui, lorsque vous inscrivez votre maison ou votre appartement sur Airbnb, vous avez l'obligation de prendre à Paris, par exemple, un numéro d'enregistrement sur le portail de la ville de Paris. Donc de vous déclarer. Voilà, de le déclarer, de reproduire ce numéro sur la plateforme Airbnb, ce qui permet notamment à la commune de savoir en temps réel combien de nuitées le propriétaire a pu effectuer. Sûr, oui. Avec cette nouvelle disposition, l'obligation d'enregistrement va devenir nationale. Ça veut dire que tous les propriétaires de France auront l'obligation de prendre un numéro d'enregistrement au risque de s'exposer à une amende de 5 000 € par exemple. Donc ça c'est le premier point, ça effectivement numéro d'enregistrement. Alors ça ne changera pas grand chose pour les propriétaires parisiens, mais effectivement on l'élargit au reste de la France. C'est la seule chose Non, il y a bien d'autres, il y a beaucoup d'autres dispositions. Une des plus importantes, ce sera la faculté pour des plus petites communes d'avoir le même dispositif contraignant que Paris. Pour faire court, vous ne pourrez plus louer votre résidence secondaire aussi facilement qu'avant. Vous allez opérer ce qu'on appelle un changement d'usage et la commune pourra exiger
exiger une mesure de compensation, c'est-à-dire que vous devrez compenser votre location en achetant de la commercialité ou en disposant d'un autre bien à mettre pour compenser ce changement d'usage. D'accord. Donc ça, c'est un dispositif qui est contraignant, voire presque bloquant pour les propriétaires. Si je caricature ce que vous nous dites, parce que c'est ce qu'on a pu lire à droite à gauche, est-ce que ça veut dire que pour louer un appartement sur Airbnb, il faudra que j'ai un autre appartement mis en location longue durée pour avoir le droit de le faire? À Paris, par exemple, pour faire simple, si jamais vous louez votre résidence secondaire, il faut opérer un changement d'usage. Donc si vous n'avez pas la faculté d'avoir un bien dans le même secteur à compenser, vous pouvez racheter, entre guillemets, cette commercialité sur un marché de la commercialité. D'accord. C'est extrêmement coûteux, c'est très technique à faire, c'est très complexe. Et ce type de mesure pourrait être entendu à d'autres collectivités aujourd'hui. D'accord, ce qui viendrait un petit peu avoir un impact sur la rentabilité de la location qu'on pourrait faire de ce bien. Bien sûr, tout à fait, oui. Et vous avez d'autres mesures. Par exemple, le législateur veut restreindre en résidence principale la faculté de louer 120 jours par an à 90 jours. D'accord. Vous aurez également, par exemple, vous ne pourrez plus louer votre bien si vous avez un DPE négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui peut toucher vraiment beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'on reprend des règles qui existent finalement dans la location longue durée. Exactement. Et on les met dans la location saisonnière. Tout à fait ça. Il y aura également un régime de durcissement fiscal pour rendre moins attractif, entre guillemets, la courte durée. Vous aurez également l'obligation d'informer votre syndic de copropriété si vous faites de la courte durée. Mais encore, parmi les autres mesures phares, vous aurez une responsabilité désormais des intermédiaires immobiliers. D'accord. Donc ça va être soit les agents immobiliers, soit les conciergeries, qui, si jamais demain, elles ne respectent pas la mise en location de votre appartement avec les règles locales, s'exposeront à la même amende que vous en tant que propriétaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les intermédiaires qui, alors effectivement, il y a sûrement des très sérieux, sûrement des moins sérieux, mais qui, entre guillemets, n'étaient pas contraints dans la manière d'exercer leur activité, demain pourraient être contraints sur les règles à appliquer lorsqu'on fait de la conciergerie. Si par exemple, demain, vous avez une conciergerie qui loue une résidence secondaire à Paris alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, aujourd'hui, elle avait une immunité judiciaire de la Cour de cassation. Demain, avec ce nouveau dispositif, le propriétaire s'exposera à 50 000 € d'amende et la conciergerie s'exposera à la même amende. Donc, naturellement, si la conciergerie gère plusieurs centaines de lots, il faudra qu'elle soit beaucoup plus prudente dans sa gestion de son parc immobilier. Une question, alors peut-être qui surprend certains dans ce que vous nous avez dit, c'est que il faudra prévenir son syndic de copropriété, mais on ne devait pas déjà prévenir sa copropriété quand on faisait du Airbnb? Vous n'aviez pas à prévenir votre copropriété. Néanmoins, vous étiez toujours soumis à un contrôle de votre copropriété si elle n'est pas d'accord avec la façon de louer votre appartement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une demande d'autorisation que la loi est en train de fixer, c'est une information au syndic. Derrière cette information, l'idée sous-jacente, c'est qu'en informant votre syndic, le syndic va probablement se pencher sur votre conformité ou non à faire de la courte durée et va faire peut-être lors d'une assemblée générale un point d'information. D'accord. Et la question se posera pour chaque immeuble de savoir s'il y a une conformité ou pas de conformité. Et ça veut dire qu'on peut... Est-ce que la copropriété a les moyens d'interdire une location Airbnb suite à cette réunion d'information, par exemple? Alors c'est très compliqué, la notion de droit de la copropriété et d'Airbnb. C'est une matière qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de décisions de justice qui sont contradictoires. Là, récemment, j'ai obtenu une très belle décision au tribunal de Lisieux. Une très grosse copropriété de Deauville avait demandé à mes clients d'arrêter de faire de la courte durée, et en invoquant justement le caractère bourgeois de l'immeuble, et j'ai fait reconnaître par le tribunal qu'il n'y avait pas de caractère commercial de l'activité. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est du cas par cas. Donc je ne peux pas généraliser aujourd'hui sur votre plateau le fait qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. Ça dépend complètement de chaque règlement de copropriété. Ça dépend aussi de la localité de l'immeuble. Tous ces facteurs sont à prendre en compte par le syndic et le syndicat. Et le caractère commercial est lié quoi, au nombre de nuitées par an, ou c'est plus complexe que ça? Alors, on a eu une récente décision de la Cour de cassation qui a été rendue en janvier dernier, qui est venue un petit peu rabattre les cartes en nous donnant une définition un petit peu de ce qui était commercial ou non. Et la Cour de cassation a pu considérer notamment qu'était une activité commerciale Airbnb lorsque vous aviez des services par hôtelier significatifs. D'accord. Donc, ça veut dire des transferts aéroports, un certain nombre de prestations. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de définir le caractère commercial ou civil de l'activité, notamment à la lumière de cette décision de la Cour de cassation. Dernière question, je reviens également sur ce que vous nous avez dit. 90 nuits par an. Pour ceux qui louent à Paris, il y a déjà une limitation de 120 nuits par an. Ça n'est qu'à Paris, ça, aujourd'hui? Ou en tout cas dans les grandes villes de France? Dans les grandes villes de France, vous êtes restreint à 120 jours par an, sauf dérogation pour motif professionnel ou médical, où vous pouvez déplafonner les 120 jours. Mais sinon, effectivement, c'est 120 jours. Il n'est pas certain que le texte passe à 90 jours au Sénat. Mais là, ce serait 90 jours pour tout le monde. Alors, ça serait 90 jours pour les communes qui le voteront. D'accord. Sur délibération du conseil municipal. Paris, demain, pourrait, par exemple, si la disposition est adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, à terme, la ville de Paris pourrait voter cette restriction à 90 jours. D'accord. Moi, n'a pas beaucoup de sens, mais elle pourrait le faire. D'où l'idée de la boîte à outils, c'est-à-dire permettre à tous de pouvoir le faire. Exactement. Si jamais ils se mettent d'accord pour le faire. Merci beaucoup, Xavier Demezois, de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et
Airbnb. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes tendances sur les derniers mois en matière de médiation de l'assurance. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Schneeweis. Bonjour Arnaud Schneeweis. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le médiateur de l'assurance. Peut-être un petit mot sur la médiation de l'assurance. Son rôle aujourd'hui, c'est d'intervenir quand il y a litige quelque part entre assurés et assureurs. Exactement, on est là pour apaiser les litiges. Donc il faut d'abord que les assurés essayent bien sûr de régler leurs problèmes avec l'assureur. Bien sûr. Que ce soit un sinistre, que ce soit une protestation sur la gestion de leur contrat d'assurance vie, qu'ils commencent par faire une réclamation, donc l'expression par écrit d'un mécontentement auprès de l'assureur. Et s'ils sont encore mécontents de la réponse faite par l'assureur, ou si pendant un délai de 2 mois, il n'y a pas eu de réponse de l'assureur, alors ils peuvent nous saisir. Et donc il y a eu 32 000 saisines. 32 000 saisines, oui. Dommages et assurance de personnes en 2023. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on vient vers vous en deuxième étape. C'est-à-dire que d'abord, on essaie de régler son problème, et c'est quand il n'y a pas de solution qu'on saisit la médiation. Oui, il faut toujours essayer de commencer à régler son problème avec le professionnel, donc avec l'assureur pour ce qui nous concerne, et c'est ensuite qu'on saisit la médiation. Il ne faut pas nous saisir de façon prématurée. Je rappelle donc la médiation de l'assurance, c'est 32 000 saisines sur les 12 derniers mois. Alors quand on parle de saisines dans la médiation de l'assurance, on peut parler d'assurance habitation, on peut parler d'assurance auto, qui sont moins des sujets en lien avec l'épargne dont on va parler aujourd'hui, mais 9% des saisines concernent des sujets en lien avec l'assurance vie ou l'épargne retraite. Alors c'est peu au global dans l'assurance, mais ça reste quand même 9% de sujets qui reviennent régulièrement quand il s'agit d'assurance vie ou d'épargne retraite, Arnaud Schneeweis. Oui, tout à fait. Donc, si vous le voulez, on peut évoquer... Bien sûr, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Voilà, le type de sujet. Non, en assurance vie, il y a 2-3 sujets qui reviennent très souvent. Bon, il y a la clause bénéficiaire. D'accord, la fameuse, oui. Qui sont les bénéficiaires des capitaux décès? Et donc, on est souvent au cœur de querelles de famille. Où les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas reçu les capitaux décès de la grand-mère, de la tante, etc., dont ils étaient persuadés qu'ils leur étaient destinés. Donc là, on joue un rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire que nous, on a accès, l'assureur nous montre la clause bénéficiaire dans le cadre du règlement du litige, puisque la procédure est confidentielle de médiation. Et nous, on peut dire à l'assuré, écoutez, on ne peut pas vous dire quel est le nom qui figure sur la clause bénéficiaire, mais on peut vous dire que ce n'est pas le vôtre. Le vôtre ne figure pas. D'accord. Parce que dans le cas d'un, effectivement... Et donc la CNP, pour prendre cet exemple, ou peu importe, AXA, a correctement appliqué le contrat en ne vous versant pas les capitaux décès parce que ce n'est pas votre nom qui figure sur la clause. Mais parce que justement, quand on est dans le cadre d'une succession, par exemple, on ne peut pas lire soi-même la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de la personne? C'est confidentiel. C'est confidentiel, alors d'accord. Après, vous pouvez demander à un juge de lever ce secret si vous avez un intérêt à agir. D'accord. Mais non, l'assureur est tenu à une obligation de confidentialité. C'est son assuré, hein, le stipulant dans le cadre de l'assurance vie, son assuré lui a donné des instructions à l'assureur qu'à son décès, il faudrait payer à telle et telle personne les capitaux décès. L'assureur est tenu par la confidentialité. Et donc là, en fait, le sujet que vous avez le plus souvent, c'est pas tellement un professionnel qui aurait mal fait son travail, un professionnel de l'assurance, par exemple, qui aurait mal fait son travail, ou une clause qui aurait été mal écrite, mais si ça peut arriver quand même. D'accord. C'est-à-dire, tout est lié. C'est-à-dire, les gens vont dire, j'ai été mal conseillé plutôt. Ils ont souscrit des unités de compte, les marchés ont baissé, et les gens vont dire mais j'avais demandé un profil prudent, bien sûr. On m'a fait souscrire des choses qui n'étaient pas si prudentes que ça. Bon. Mais dans le cadre de la rédaction de la clause bénéficiaire, bien sûr que le professionnel, le conseiller en assurance, doit accompagner, a priori, il doit accompagner le stipulant, bien sûr, l'assuré, dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Alors là, on voit de tout, c'est-à-dire parfois, la clause bénéficiaire est trop précise. D'accord. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on a désigné Monsieur X, a désigné Madame X pour ses capitaux décès. Mais il se trouve que le mariage n'a duré que quelques mois. Ils ont divorcé rapidement. Mais la clause bénéficiaire n'a jamais été changée. Et elle désigne explicitement Madame X. Bon. Au moment du décès, 20 ans plus tard, l'assureur dit les 40 000 euros de l'assurance vie, il faut que je les verse à Madame X. À Madame X. Les enfants protestent en disant mais enfin, ils ont vécu ensemble seulement quelques mois, ils ont divorcé, depuis 20 ans ils ne se parlaient plus. C'est impossible que si mon père, on lui avait remontré la clause bénéficiaire,
c'est impossible qu'il n'ait pas... D'accord. Et donc c'est là où potentiellement on peut aller chercher. Oui. Et donc là, le professionnel a un devoir de régulièrement vérifier avec l'assuré, est-ce que cette clause bénéficiaire vous convient toujours? D'accord, je comprends. Oui, bien sûr. Oui. Alors, évidemment, si on a des formules plus génériques, c'est plus facile. Si on dit c'est mon conjoint, bon, le conjoint peut changer, mais mon conjoint, ça marche toujours. Bien sûr. Voilà. Mais on peut avoir des sujets dans l'autre sens. Si on est trop précis et qu'on n'a pas révisé. Bon. Alors là, il y avait un problème de devoir de conseil dans le cas que je vous ai cité, où l'assureur avait reconnu ne pas avoir fait son travail, de ne pas avoir vérifié régulièrement avec l'assuré, et en plus l'assuré n'avait pas accès à la clause sur le site internet, de ne pas avoir régulièrement vérifié si la clause bénéficiaire convenait toujours. Voilà. L'autre problème qu'on voit souvent, c'est l'aspect représentation. Hein. D'accord. Mes enfants vivants ou représentés. Bien sûr. Alors après, c'est au choix du Là, vous citez d'ailleurs une partie de la clause type de la clause bénéficiaire. Voilà. Alors la clause type, mon conjoint, à défaut, mes enfants. Et alors là, est-ce qu'on ajoute vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers? Ça peut être la volonté, si c'est la volonté du stipulant de ne pas avoir prévu de clause de représentation, c'est sa volonté, les gens sont libres. Mais donc ça provoque des querelles de famille. S'il n'y a pas cette clause de représentation, cette branche de la famille ne bénéficiera pas des capitaux d'essai. Donc ça veut dire qu'il faut la mettre systématiquement ou ça reste du cas par cas? Alors, Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que selon le médiateur de l'assurance, il y a une solution idéale pour éviter ou réduire le nombre de problèmes qu'on peut avoir sur la clause bénéficiaire, par exemple? La solution idéale, c'est de vérifier régulièrement, d'accord, au cas par cas, quelles sont ses volontés, qui peuvent changer au fil de la vie. Bien sûr, oui. Au fil de la vie, on a souvent des cas où les assurés ont changé, les bénéficiaires de la clause bénéficiaire, peu de temps avant leur décès. Et ceux qui s'estiment lésés disent mais c'est pas possible, il ou elle n'avait plus sa tête quand Bien il a sûr, changé. oui. Alors était-elle sous tutelle, sous curatelle? Non, si c'est pas le cas, les gens peuvent changer de bénéficiaire jusqu'à peu de temps avant leur décès, bien sûr. Donc voilà. Après, oui, il faut proposer la clause, disons, type, comme on a dit. Ensuite, c'est à l'assuré de décider de ce qu'il veut. Et il peut aussi dire que c'est une association qui sera bénéficiaire de ses capitaux d'essai. Voilà, liberté. Ça, c'est sur la clause bénéficiaire, assurance vie. Alors, effectivement, on imagine que c'est des moments qui peuvent être assez intenses et donc que souvent, effectivement, querelles de famille peuvent aller jusqu'à la médiation. Vous avez parlé de gestion aussi. Alors là, effectivement, c'est un autre type de litige qu'on peut avoir. C'est sur quoi? Sur la manière dont l'assurance vie est gérée par un professionnel quand on lui a laissé la possibilité de gérer son assurance vie ou quand on a rempli... Alors, on a des contestations sur les frais. Hein, d'accord. Les frais de versement, vous savez qu'ils sont plafonnés à 5%. Donc, vraiment... faut vraiment pas prélever davantage, et parfois on voit encore des cas où les gens sont prélevés à plus de 5% sur leur versement. Donc les gens peuvent contester les frais, est-ce qu'ils sont clairement indiqués dans le contrat, est-ce qu'on les a bien informés? On a beaucoup de protestations, bien sûr, quand les marchés ont baissé, que les unités de compte ont baissé, en disant mais j'avais demandé un profil prudent, j'ai fait confiance et on m'a fait souscrire quelque chose qui n'est pas prudent du tout. Bon, alors qu'en est-il? Bien sûr. Il faut vérifier, est-ce que ces unités de compte, effectivement, correspondent à un profil prudent, ce qui est tout à fait possible. Un profil prudent ne signifie pas forcément être totalement investi en euros. Il peut y avoir une unité de compte relativement tranquille. Bon. Ou est-ce que, non, dans la gradation du risque, on lui a fait souscrire des choses qui, manifestement, ne correspondent pas à un profil prudent? À ce moment-là, on ira dans le sens de l'assurer. Vous savez, dans quand même un chiffre qui concerne toute la médiation, mais dans 54% des cas, quand les assurés nous ont saisis, ils ont eu en tout ou partie, gain de cause. Soit que l'assureur ait fait un geste apprenant que la médiation a été saisie et l'assureur dit bon, je vais faire quelque chose, je vais compenser. Si tant est que le litige soit réel quand même, il faut quand même qu'il y ait... Écoutez, dans 30% des cas, les assureurs font un geste commercial quand ils apprennent que la médiation est saisie. D'accord, ok. Ouais. Et puis nous, on va jusqu'au bout et on exprime ce qu'on appelle une proposition de solution, et on est suivi quasiment systématiquement par les assureurs quand on donne raison à l'assureur. Mais alors, une question pour les épargnants qui nous écoutent, qui ont des investissements, ou en tout cas une partie de leur épargne sur un contrat d'assurance vie. Quand on souscrit des fonds euros, des fonds en unité de compte ou autre, on signe un certain nombre de papiers qui nous sont présentés, on est censé savoir dans quoi on investit, on est censé les lire. Quel recours on peut avoir si jamais on considère qu'on avait demandé un profil prudent et qu'en cas de baisse des marchés, le profil n'est pas suffisamment prudent à son goût? On a signé les papiers. Oui, alors c'est vraiment la question du devoir de conseil. C'est-à-dire que
Si vous avez explicitement dit, et si en plus il y a eu encore mieux s'il y a eu des emails dans des échanges avec le conseiller que vous souhaitiez un profil prudent, parce que je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a des écrits qui montrent que vous avez demandé quelque chose d'un peu différent du contrat qu'on vous a fait souscrire? Si vous avez explicitement dit je veux un profil prudent et on vous a fait souscrire quelque chose qui ne correspond manifestement pas à un profil prudent, on peut dire que le devoir de conseil a été mal fait. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas d'autres écrits, vous avez été d'accord pour les unités de compte qu'on vous a proposées. À ce moment-là, il n'est pas possible. C'est plus compliqué à démontrer que... Le devoir de conseil n'a pas été fait correctement. Donc, si je vous pose la même question, effectivement, sur comment gérer ça de manière idéale, écrivez ce que vous voulez à un instant T. Écrivez à l'avance, si c'est possible. Non, il faut lire son contrat, il faut bien peser les choses, bien vérifier que ce qui est proposé par votre conseiller en assurance correspond à vos aspirations. Si on change de sujet, au-delà effectivement de l'assurance vie, il y a le sujet épargne retraite qui revient aussi. Qui représente le tiers dans ces 9%. Un tiers, c'est épargne retraite, 2 tiers, c'est assurance vie. Et sur ce dernier tiers, du coup, de l'épargne retraite, sur quoi tournent les sujets en lien avec les litiges qui impliquent qu'on saisisse la médiation de l'assurance? C'est les frais aussi ou pas forcément? Il peut y avoir les frais, bien sûr. Ouais. Souvent, les gens... Pourtant, la philosophie d'un contrat d'épargne retraite, c'est de constituer une épargne qui sortira en rente jusqu'à la fin de la vie. Alors, les gens souvent nous saisissent pour, soit dans la phase de constitution de l'épargne, récupérer, racheter leur argent. Vous savez que la loi prévoit des cas, des coups durs de la vie. Bien sûr, oui. Ou l'achat de la résidence principale, où on peut sortir. Mais encore faut-il tomber... dans ces cases de surendettement ou d'invalidité, des situations un peu extrêmes. Donc des fois, les gens nous demandent simplement « je veux récupérer mon argent ». Non, c'est de l'argent qui est bloqué de fait, dans cette phase de constitution de l'épargne. Et puis, les gens souhaitent récupérer leur capital, et ne pas toucher sous forme de rente. Alors, avec le plan d'épargne retraite, les choses ont changé. Effectivement, vous pouvez... Maintenant, on peut choisir. Sortir en capital. Dans le cadre des anciens PERP, les plans d'épargne retraite populaires, souvent les gens disent mais au-delà des 20%, on peut sortir en capital. Donnez-moi tout sous forme d'un versement en capital unique. Et donc l'assureur de leur expliquer que c'est pas possible et que même si la rente est une petite rente, l'assureur a tout à fait le droit de dire non, je ne vous verserai pas ça sous forme d'un versement unique et on va sortir en rente jusqu'à la fin de la vie. Ce qui est protecteur, bien sûr, oui. Mais qui souvent ne correspond pas aux souhaits des gens qui disent rendez-moi mon argent. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Schneeweis de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes médiateur de l'assurance, également président du club des médiateurs. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons faire le point sur 3 spécificités méconnues du PER avec Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Alors PER, plan épargne retraite, tout le monde connaît ce produit aujourd'hui, mais vous avez sélectionné 3 spécificités un peu moins connues de ce véhicule d'investissement ou de ce produit. Quelles sont-elles, Sébastien Delattre ? Alors, donc effectivement, il y a plein de spécificités, mais j'ai mis l'accent sur 3. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès avant la retraite du plan d'épargne retraite ? Bien sûr. Eh bien, tout simplement, il va fonctionner comme un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'à la souscription, on a désigné des personnes comme bénéficiaires qui vont recevoir le capital avec la fiscalité de l'assurance vie. Avec 2 petites spécificités. La première, c'est que la fiscalité assurance vie est déterminée non pas par rapport à l'âge qu'on avait au moment du versement, mais par rapport à l'âge du décès, pour le plus ou moins de 70 ans. Mais la spécificité qui le rend plus fort que l'assurance vie, c'est par rapport aux prélèvements sociaux. Sur les contrats d'assurance vie, les intérêts subissent ces prélèvements sociaux, même au décès, seront imputés sur les sommes remises aux bénéficiaires. Et ce n'est pas le cas sur les plans d'épargne retraite. Les prélèvements sociaux sont exonérés pour les héritiers. D'accord, donc on touche la somme qui était sur le plan d'épargne retraite. Tout à fait, sans être imputé des prélèvements sociaux, ce qui est toujours plutôt agréable. Exactement, effectivement. Premier outil, première spécificité méconnue. Deuxième spécificité méconnue du PER, ou en tout cas moins connue.
quasi inconnu, très peu de personnes en parlent. C'est en temps normal, sur un plan d'épargne retraite, on économise son taux marginal d'imposition, puisque les primes se déduisent Bien sûr. De notre revenu imposable. Donc si je suis dans un TMI à 30%, je verse 1 000 € sur mon PER, j'aurai 300 d'avantage fiscal. Eh bien, sauf dans un cas, les personnes qui sont éligibles à la décote. Donc pour rappel, la décote, c'est un petit mécanisme fiscal qui a pour but de diminuer les impôts des personnes aux revenus modestes, qui sont donc dans un TMI à 11%. Donc on a le droit très précisément à la décote quand, en tant que célibataire, on paye un impôt inférieur à 1 929 €, ou pour un couple inférieur à 3 191. Eh bien, la déductibilité de nos primes sur notre revenu va amplifier le système de la décote. Et donc, à la place d'avoir 11 d'avantages fiscal, on va avoir quasiment 16 d'avantages fiscal. Pareil. Ça ne va pas tout changer, mais c'est bon à savoir. C'est toujours bon à prendre. Mieux vaut effectivement le savoir. On a parlé de 3 spécificités méconnues du PER. 3e spécificité qui permet son optimisation. Oui, c'est celle que je trouve la plus importante. Il y a un reproche qu'on peut faire au PER, c'est le poids de sa fiscalité au moment de sa sortie. On a un gros avantage fiscal à l'entrée, mais pour faire simple, on nous en reprend un petit peu à la sortie, puisque c'est une rente viagère qui sera fiscalisée comme une pension de retraite. Un abattement de 10%, mais tout le reste. Donc une fiscalité assez lourde, au point que certains se demandent si le gain restant est suffisamment intéressant pour bloquer son épargne aussi longtemps. Et c'est souvent un sujet d'émission d'ailleurs qu'on traite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oui, bien sûr. Eh bien, il existe un moyen d'optimiser son PER, c'est d'arrêter de le voir comme un produit de défiscalisation, mais de le voir vraiment comme un produit d'épargne retraite et de voir l'avantage fiscal comme un abondement de la part de l'État à reverser sur son PER. Et là, les chiffres sont très parlants. Imaginons qu'on ait une capacité d'épargne de 1 000 € par an et un TMI à 30%. Si je verse 1 000 € pendant 20 ans sur mon contrat d'assurance vie, j'ai cumulé 1 000 € de capital, et puis avec un rendement de 3%, j'aurai à peu près 6 800 € d'intérêt. Donc 26 800 € de capital en tout. D'accord. Mais mon PER, si je verse 1 000 € sur le PER avec mon TMI à 30%, je reçois 300. Donc c'est comme si je n'avais utilisé que 700 € de ma capacité d'épargne. D'accord. Donc les 300 complémentaires, je les reverse sur mon PER. Mais ils vont me donner un avantage fiscal de 30%, donc 90, que je reverse sur mon PER et ainsi de suite. À la fin, pour utiliser une capacité d'épargne réelle de 1 000 €, je peux verser jusqu'à 1 429 € sur mon PER, et c'est la même chose que verser 1 000 € sur l'assurance vie. Sauf que 1 429 € pendant 20 ans sur l'assurance vie, je regarde ma note pour avoir le montant exact, on aura accumulé un capital de 28 580 €. Et avec 3% d'intérêt, même chose, c'est 9 800 € d'intérêt en plus. Alors forcément, avec 38 380, on va battre tous les autres produits d'épargne. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Je vous laisserai réécouter peut-être un peu plusieurs fois pour comprendre effectivement le calcul que vous nous avez donné. Merci beaucoup Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.